Elle se déplace sans être ralentie, comme si la foule n'était pas là. Cette personne est une personne sans masse, comme le photon qui ne ressent pas le champ de Higgs. Elle file à la vitesse de la lumière sans entrave. Maintenant, imaginez que Peter Higgs entre lui-même dans la pièce. Il est une célébrité dans le milieu, tout le monde le connaît. Dès qu'il franchit la porte, les invités se tournent vers lui. Ils forment des petits groupes autour de lui pour lui poser des questions, lui serrer la main, prendre des selfies. Il est constamment sollicité, freiné dans sa progression. Il acquiert une sorte d'inertie, une résistance à son mouvement, due à son interaction avec la foule. Il a acquis, entre guillemets, une masse sociale. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive à une particule comme l'électron. En traversant le champ de Higgs, elle interagit avec lui, elle est freinée. Et cette interaction se manifeste à notre échelle comme de la masse. Une particule très massive, comme le quark top, la particule élémentaire la plus lourde connue, serait l'équivalent d'une superstar de cinéma entrant dans la pièce. Elle serait immédiatement submergée par la foule, incapable d'avancer et un pas de plus sans être arrêtée par des dizaines d'admirateurs. Son interaction avec le champ est si forte que sa masse est énorme, près de 175 fois celle du proton. La masse des particules élémentaires ne serait donc rien d'autre que la mesure de leur popularité, entre guillemets, auprès du champ de Higgs, la force de leur couplage avec le champ omniprésent. Cette idée, publiée en 1964 dans des articles d'à peine plus d'une page et demie de calcul, était une élégance folle. Elle sauvait le modèle standard qu'on voulait mettre à la poubelle. Elle expliquait pourquoi est-ce que certaines particules ont une masse et d'autres non. Pourquoi est-ce que leurs masses sont si différentes. Mais pendant des années, elle est restée de la pure construction théorique, une hypothèse audacieuse. Peter Higgs, l'homme, était aussi discret que sa particule était insaisissable. Né en 1929 à Newcastle, en Angleterre, fils d'un ingénieur du son à la BBC, il a grandi dans une famille modeste, déménageant fréquemment au gré des affectations de son père. Et c'est pendant ses études à Londres qu'il découvre sa passion pour la physique théorique, fasciné par la capacité des mathématiques à décrire les lois fondamentales de l'univers. Il a mené une carrière universitaire tranquille à Édimbourg, loin des feux des projecteurs. Il vivait dans son coin, il vivait une vie simple. Son article fondateur avait même été initialement rejeté par la revue Physics Letter. L'éditeur ne voyait pas l'intérêt de cette spéculation théorique. Higgs a dû ajouter un paragraphe supplémentaire qui mentionnait explicitement la prédiction d'une nouvelle particule pour que l'article soit finalement accepté. Ce paragraphe, presque une note en bas de page, allait devenir la base d'une quête de 48 ans. Parce que pour prouver cette théorie, il ne suffisait pas juste d'admirer sa beauté mathématique. Il fallait trouver une preuve expérimentale de l'existence de ce champ. Et comme on ne peut pas voir directement un champ, il fallait trouver sa manifestation, son excitation, sa particule. Il fallait trouver le boson de Higgs. Trouver le boson de Higgs, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin cosmique. Et pire, c'était chercher une aiguille qui n'existe qu'un infime instant avant de se désintégrer en d'autres particules. Le modèle standard prédisait l'existence du boson, mais pas sa masse. Il pouvait être léger ou incroyablement lourd. Pour le débusquer, il fallait être capable de recréer les conditions énergétiques de l'univers juste après le Big Bang, quand la température était si élevée que le champ de Higgs n'avait pas encore acquis sa valeur actuelle. Il fallait construire une machine la plus complexe, la plus puissante jamais imaginée par l'humanité. Cette machine, c'est le